Le dollar est en train de mourir en silence, et les données que tu vas entendre dans les prochaines minutes sont exactement celles que les grandes banques d'investissement ne publient pas dans leurs rapports grand public. Pas parce qu'elles sont fausses, parce qu'elles sont trop vraies. Si tu gères un patrimoine, une épargne ou même un simple compte en devise, ce que tu vas apprendre ici va changer la façon dont tu regardes chaque ligne de ton portefeuille. Et si tu coupes cette vidéo maintenant, tu risques de rater le signal de recomposition monétaire le plus important depuis Bretton Woods. Voici la réalité brute que personne ne formule clairement. Pour la première fois depuis des décennies, les réserves d'or détenues par les banques centrales mondiales ont officiellement dépassé le stock d'actifs libellés en dollars dans leur bilan. Ça inclut les bons du Trésor américain. Ce chiffre n'est pas un accident statistique. Ce n'est pas une anomalie de fin de trimestre. C'est le résultat d'une décision stratégique massive, coordonnée, silencieuse, qui s'est construite depuis 2022 et qui s'accélère maintenant à une vitesse que les modèles classiques de risque ne capturent pas encore. La question que tu dois te poser immédiatement, c'est la suivante. Ton allocation d'actifs est-elle calibrée pour un monde où le dollar n'est plus l'étalon universel de la confiance institutionnelle? Parce que ce qui se passe en ce moment sur les marchés obligataires américains n'est pas une correction technique, c'est un signal de défiance structurelle. Entre février et mars dernier, l'inflation américaine a progressé d'un point de pourcentage complet sur une seule fenêtre de 2 mois. Pendant ce même intervalle, le rendement du bond du Trésor américain à 10 ans a bondi de 31 points de base. Ce n'est pas une simple remontée des taux directeurs, c'est le marché obligataire lui-même qui commence à exiger une prime de risque sur ce qui était censé être l'actif le plus sûr de la planète. Quand le marché commence à douter du garant, tout le système de prix mondial tremble. Et voici ce que personne ne dit à voix haute dans les salles de marché de Paris ou de Genève. Le gouvernement américain a été contraint de puiser dans son propre compte de trésorerie générale pour racheter 15 milliards de dollars de sa propre dette. Réfléchis une seconde à ce que ça signifie concrètement. Imagine un propriétaire qui, pour paraître solvable auprès de sa banque, utilise son propre découvert pour rembourser une échéance de son prêt immobilier. C'est exactement la même logique à l'échelle de la première économie mondiale. Ce n'est pas de la gestion de liquidité, c'est de la survie budgétaire déguisée en politique monétaire. Mais ce que personne ne te dit encore sur ce mouvement, c'est ce qui va se passer sur la prochaine fenêtre de refinancement américaine si les acheteurs institutionnels étrangers continuent de se retirer des adjudications. L'offre de bons du Trésor sur le marché secondaire est déjà en train de dépasser la demande organique. Et quand l'offre d'un actif supposé sans risque excède la demande, il n'y a que 2 issues possibles. Soit les rendements explosent davantage pour attirer des acheteurs marginaux, soit la banque centrale intervient en achetant elle-même cette dette, c'est-à-dire en imprimant de la monnaie. Les 2 scénarios sont destructeurs pour la valeur réelle du dollar. Les 2 sont déjà en train de se dessiner simultanément. Kenneth Rogoff, ancien économiste en chef du Fonds monétaire international et professeur à Harvard, a posé un chiffre sur la table que personne dans les médias financiers mainstream n'a vraiment traité à sa juste mesure. Il estime que le dollar est encore surévalué d'au moins 20% par rapport à son niveau d'équilibre fondamental et que le processus de correction va s'étaler sur 5 à 6 ans. Maintenant, fais le calcul avec moi. Si tu détiens des obligations américaines à 10 ans avec un rendement nominal de 4,5% et que le dollar perd 20% sur la période de détention, ton rendement réel en euros, en francs suisses ou en yuan est négatif. Tu perds de l'argent en pensant être dans l'actif refuge par excellence. C'est précisément ce moment de vulnérabilité structurelle que certains acteurs économiques ont choisi pour accélérer la construction d'une alternative. Et ici, il faut être précis, parce que l'erreur la plus commune est de parler de cette alternative comme d'un projet politique. Ce n'est pas un projet politique, c'est une infrastructure financière. La distinction est capitale parce qu'une infrastructure, une fois construite et adoptée, ne se démantèle pas par un décret ou un tweet. Elle se consolide par l'usage, par le réseau, par l'inertie des habitudes commerciales. La Chine connecte aujourd'hui plus de 190 pays et plus de 5000 institutions bancaires à travers son propre système de paiement interbancaire, qui est désormais totalement déconnecté de l'infrastructure occidentale. Mais le vrai changement stratégique, celui qui a été annoncé discrètement depuis février, c'est l'ouverture de ce système aux devises non chinoises. L'euro, le dollar de Hong Kong et d'autres devises régionales peuvent désormais être utilisées directement pour régler des transactions commerciales avec la Chine. Pour un importateur allemand, ça veut dire commander des composants industriels à Shanghai en payant en euros, sans passer par une banque correspondante américaine, sans exposer la transaction aux outils de surveillance ou de sanctions américains. Ce n'est pas une anecdote de marché de niche, c'est un changement de plomberie financière mondiale. Et cette plomberie alternative traite déjà des volumes que les marchés occidentaux continuent de sous-estimer dangereusement.
Le volume journalier moyen de transactions réglées via ce système a franchi le cap équivalent de 135 milliards de dollars. En seulement quelques mois, suite aux tensions géopolitiques récentes, ce chiffre a atteint son plus haut historique. Et voici le détail que tu dois retenir absolument. Une part croissante des transactions SWIFT entre pays tiers ne disparaît pas, elle migre. Elle ne devient pas invisible parce qu'elle n'existe plus. Elle devient invisible parce qu'elle transite désormais par un système que les régulateurs américains ne peuvent pas surveiller, bloquer ni sanctionner. Mais ce que personne ne te dit sur cette migration des flux, c'est qu'elle s'accompagne d'une couche encore plus profonde d'infrastructures, construite directement entre banques centrales sur une architecture blockchain. Imagine un réseau de règlements où chaque transaction est inscrite sur un grand livre partagé entre les banques centrales participantes, sans chambre de compensation américaine au milieu, sans banques correspondantes soumises à la juridiction du Trésor américain. Ce système existe, il fonctionne. Il a traité en 3 ans une augmentation de ses volumes de transactions équivalente à un facteur de 2500. Il est passé de 160 opérations à plus de 4000 et de 22 millions de dollars réglés à plus de 55 milliards. Ces chiffres ne sont pas des projections, ce sont des données de règlement réelles. Et les pays producteurs de pétrole du Golfe sont membres actifs de ce système. Ce qui signifie concrètement qu'une partie du pétrole extrait aujourd'hui dans la péninsule arabique peut être vendu, facturé et réglé en yuan numérique, de banque centrale à banque centrale, sans qu'un seul dollar ne soit mobilisé dans la chaîne. Le pétrodollar, ce mécanisme qui garantissait depuis 50 ans la demande structurelle en obligations américaines, est en train d'être court-circuité à la source. Et chaque baril réglé hors dollar est un baril qui ne génère pas de demande en bons du Trésor américain. Maintenant, arrêtons-nous une seconde parce que ce qui suit est crucial pour tes décisions patrimoniales des 6 prochains mois. La Chine vient d'annoncer l'émission de 2,3 milliards de dollars en obligations offshore libellées en yuan, ciblant explicitement les investisseurs institutionnels internationaux. Ce chiffre est dérisoire pour une économie de cette taille, et c'est précisément pour ça qu'il est significatif. La Chine n'a pas besoin de ces 2,3 milliards, son marché domestique absorberait cette somme en quelques heures. Cette émission est un signal. C'est une invitation adressée aux gestionnaires de réserves mondiaux. Voici un actif libellé dans une devise qui s'apprécie, émis par l'économie qui affiche le plus grand excédent commercial mondial, supérieur à 1200 milliards de dollars sur l'année écoulée. Et pendant que tu lis cette offre, observe ce qui se passe simultanément sur les marchés de taux. Le rendement de l'obligation chinoise à 10 ans a baissé, pendant la même période où celui de l'obligation américaine montait. Dans le monde de la finance, un taux qui baisse sur une obligation signifie que son prix monte, c'est-à-dire que les acheteurs arrivent. La demande est là. Le capital global cherche un abri, et une fraction croissante de ce capital commence à considérer la dette souveraine chinoise comme une alternative crédible à la dette américaine. Ce n'est pas encore une bascule, mais c'est le début d'une diversification qui, à l'échelle des réserves mondiales, représente des mouvements de milliers de milliards de dollars. Alors quelle est la conséquence directe pour toi ? Si le dollar se déprécie de 20% sur 5 ans, si les rendements obligataires américains montent pour compenser la perte de confiance, et si simultanément l'or continue d'être accumulé par les banques centrales qui sortent des dollars à 7, alors tu es face à un environnement où les classes d'actifs traditionnellement défensives deviennent les actifs les plus risqués. Les obligations d'État américaines, jadis le coussin de tout portefeuille équilibré, deviennent une source de pertes réelles, et les actifs alternatifs, or physiques, devises de pays excédentaires, dettes souveraines de marchés émergents solvables, commencent à remplir le rôle défensif que le Trésor américain n'est plus en mesure d'assumer seul. Ce que tu dois comprendre sur la dynamique de l'or en ce moment est contre-intuitif par rapport aux cycles historiques. Habituellement, l'or monte quand les taux réels sont négatifs et baisse quand les taux montent. Mais depuis 2022, ce modèle est cassé. L'or monte même quand les taux réels américains sont positifs. Pourquoi ? Parce que la demande n'est plus spéculative, elle est institutionnelle et souveraine. Les banques centrales achètent de l'or non pas pour faire du rendement, mais pour sortir d'un actif de réserve qui présente désormais un risque de confiscation réglementaire, un risque de dépréciation monétaire et un risque de liquidité en cas de crise géopolitique majeure. L'or est redevenu ce qu'il était avant 1971, la seule réserve de valeur sans contrepartie, sans juridiction, sans risque de gel. Et voici la question qui devrait te tenir éveillé cette nuit, si tu es sérieux sur la protection de ton patrimoine. Est-ce que ta banque, ton conseiller en gestion de patrimoine, ton assureur, t'a parlé de ce basculement des réserves mondiales ? Est-ce qu'ils t'ont montré un graphique des achats d'or des banques centrales depuis 2 ans ? Est-ce qu'ils t'ont expliqué ce que signifie concrètement pour ton épargne une dépréciation du dollar de 20% sur 5 ans ?
Si la réponse est non, tu dois te demander pourquoi. Et la réponse est simple, parce que leur modèle économique repose sur la distribution de produits libellés en dollars, indexés sur des marchés américains, adossés à une architecture financière dont ils ne peuvent pas se permettre de remettre en question la légitimité. Mais ce que personne ne formule encore avec cette clarté sur les plateformes francophones, c'est que nous ne sommes pas dans une crise financière classique avec un début et une fin. Nous sommes dans une transition de régime monétaire. Ces transitions durent une décennie, parfois deux. Elles ne sont pas visibles dans les données trimestrielles. Elles se lisent dans les flux de réserves, dans les choix d'infrastructures de paiement des banques centrales, dans les émissions obligataires offshore des grandes puissances émergentes, et dans l'écart croissant entre le comportement des taux américains et les taux des économies excédentaires. Tous ces signaux pointent dans la même direction depuis maintenant 36 mois. La question n'est plus de savoir si le monde se réorganise autour de plusieurs pôles monétaires au lieu d'un seul. Cette réorganisation est en cours. La question qui te concerne directement, toi qui regardes cette vidéo, c'est de savoir si ton allocation d'actifs est construite pour le monde d'avant ou pour le monde qui est en train de naître. Est-ce que tu es positionné sur des actifs qui bénéficient de la dépréciation relative du dollar ? Est-ce que tu as une exposition à l'or physique ou à des instruments qui y sont adossés ? Est-ce que tu as réfléchi à la part de tes actifs libellés en devises d'économies excédentaires, structurellement moins exposés à la spirale dette-inflation qui frappe les États-Unis ? Ce sont les questions que ADN Finance FR pose depuis le début de ce cycle, et ce sont les seules questions qui comptent vraiment en ce moment. Parce que dans 5 ans, quand les manuels d'économie décriront ce moment, ils parleront d'une fenêtre de 12 à 18 mois pendant laquelle les signaux étaient lisibles, les données étaient disponibles, et la grande majorité des épargnants regardaient ailleurs. Ne fais pas partie de cette majorité. La transition monétaire en cours est la plus grande opportunité de repositionnement patrimonial de la décennie, et elle est aussi le piège le plus dangereux pour ceux qui restent ancrés dans les certitudes d'un système qui est en train de se fissurer sous leurs pieds. Alors dis-moi dans les commentaires, tu es dans quel camp ? Celui qui pense que le dollar va se stabiliser et que tout ça c'est du bruit de court terme ? Ou celui qui voit dans ces données la confirmation d'un basculement structurel irréversible ? Ton commentaire m'intéresse vraiment, parce que c'est le débat le plus important de la décennie, et il mérite d'être tranché avec des arguments, pas des émotions. Like cette vidéo si tu penses que ton entourage doit entendre ça avant qu'il soit trop tard. Et abonne-toi à ADN Finance FR, parce que ce que tu viens d'entendre n'est que la surface. La prochaine analyse va encore plus loin dans les mécanismes que personne d'autre ne te montrera.